Et tu es sur quel collège? Moi, je suis à Saint-Philippe, tu connais? Tu es la première que je rencontre à travers une chat comme Coco ici, quoi. Toi, tu n'étais pas là. Je te jure, je disais de ma mère, elle était là-bas. C'est vraiment te déposer là-haut. Hein. Non, en vrai, je crois que je vais y aller. On peut acheter le numéro de téléphone, le numéro des parents, l'adresse, l'établissement. On peut même acheter les copines parfois. Parce qu'après avoir fait chanter la gamine, on fait chanter les copines. Le numérique, ça n'est que la porte d'entrée, hein. Ça n'est que le premier pas. Après, c'est bien physique. Ils font ça avec l'intention sexuelle d'agresser. En haut lieu et dans les médias, ils font comme si de rien n'était. Mais non, vous êtes complotistes, vous êtes fous. On n'est pas du tout complotistes. Alors cette histoire a commencé quand j'avais 14 ans. Un enfant qui se fait abuser, c'est une réalité tangible. C'est pas un délire que la Terre est plate. Bonjour à tous, bienvenue à vous, abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et également abonnés de notre plateforme, de l'application Omerta. Je rappelle à ceux de la chaîne YouTube, je le fais à chaque fois, que l'application existe et que notre cœur de métier, les documentaires, les bonus, toute notre activité se trouve sur l'application. C'est 5 € par mois. Essayez si vous ne l'avez pas déjà tenté, si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça vaut le coup. En tout cas, merci à vous. Nous sommes quasiment à 180 000 abonnés à la chaîne YouTube. Alors, on était 175 la semaine dernière et là, on en a pris 5 000. Bravo, bienvenue aux nouveaux et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Aujourd'hui, voilà, je reçois 2 invités exceptionnels. Exceptionnellement, d'habitude, c'est 1, mais comme ils ont écrit ce livre tous les 2, je vous le montre. On marche sur la tête avec France à l'envers, hein, qui rappelle le panneau des agriculteurs, justement, qui enlevaient le panneau de leur village et qui le mettaient à l'envers. La France, l'UE et les mensonges. Alors, Guillaume Bigot, je vous présente d'abord, politologue, éditorialiste, CNews, Sud Radio, hein, on vous voit souvent. Guylain Benessa, vous êtes avocat, docteur en droit et en philosophie, bienvenue à vous messieurs. Merci. Donc on va parler de ce livre. Alors est-ce qu'on peut le qualifier, moi je l'ai regardé, je l'ai dévoré parce que il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut qualifier ce livre de livre coup de poing ? Le titre d'abord, le fait qu'il y ait le mot mensonge, tout de suite ça nous alerte et on se dit ils ont quelque chose à dire, ces 2 messieurs. Alors, il y a un côté coup de poing parce qu'on a voulu qu'il y ait un impact, hein, et que ce soit qu'il y ait une économie de moyens, de lignes, et de mots pour avoir le maximum d'effets. Donc merci si c'est réussi et si le but est de créer un peu ce choc civique. On sent que ça bouillait depuis longtemps. Ça bouillait depuis longtemps. Ce livre. Mais ce qu'on ne voudrait pas, enfin je ne vais pas parler pour Guilain, il va vous donner son point de vue tout de suite, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit un livre uniquement de circonstances. C'est ce qu'on appelle un quick book en anglais, un livre presque biodégradable. C'est un livre qui ne soit consacré qu'aux élections européennes, parce qu'on est là à la veille des élections européennes. Et comme il est question des institutions européennes, de l'Europe et de l'éléphant dans la pièce de notre démocratie, de notre pays qui s'appelle l'Union européenne, on peut penser que c'est un livre de circonstances pour éclairer les élections européennes. Ça sert à ça, mais pas que à ça. Donc oui, pour le coup de poing, j'espère que c'est réussi en termes d'efficacité ou de vivacité, mais le but, c'est quand même d'éclairer les 40-50 dernières années. Très bien, Guylain. Je pense que l'objectif, c'est quand même, je vais être très court. Pour 12 €, on comprend le fonctionnement. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un quick book en termes de temporalité. J'espère que le bouquin va s'inscrire dans la durée. Je pense par contre que contre l'Europe, qui justement ne fait que de la norme, vous savez, de l'inflation normative, de la paperasse, je pense qu'en 12 balles, on peut régler son compte à cette superstructure et que l'objectif, c'est quand même aussi ça. C'est faire court, clair, pédago et qu'on puisse franchement comprendre qu'on nous marche sur la tête. Bien sûr. Alors, je vois, comme je vous disais, ce qui m'a alerté, c'est le mot mensonge. C'est quoi le plus gros mensonge sur l'Europe ?
en fait, l'Europe n'est qu'un mensonge. Donc, en gros, elle est diabolique depuis sa création. Peut-être que le pire des mensonges, à mon sens, comme ça spontanément, c'est que c'est une boîte à chaussures de mensonges. C'est-à-dire que vous ouvrez, c'est une espèce de poupée russe de mensonges, pour être précis, encore mieux. C'est-à-dire que l'Europe s'est constituée un capital de mensonges passé comme vérité. Je prends 2 exemples simples, ou 2, 3 d'ailleurs. Elle nous fait croire, par exemple, qu'elle est démocratique. Elle est tout sauf démocratique. Elle nous fait croire qu'elle est l'absolu de l'état de droit. Elle est tout sauf un état de droit. Elle nous fait croire qu'elle est transparente. Vous savez, l'absolu de la transparence qu'on a partout maintenant. Elle est tout sauf transparence. La preuve, c'est qu'on a une présidente de la Commission, la patronne de l'Union européenne, qui achète des vaccins, a priori, à des milliards d'euros par SMS avec le patron de Pfizer. Et en fait, tous ces mensonges-là s'agrègent les uns aux autres et remontent à une matrice première, c'est que depuis le départ, l'Europe s'est constituée, s'est agrégée, fonctionne, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire elle s'est bâtie comme un océan de mensonges qu'on a pris comme vérité parce que sur le fond, on a voulu construire un empire d'une autre nature, qui est un empire de règles, de normes, de petits hommes gris qui ont besoin de ces mensonges-là pour justifier leur propre existence et la domination de l'Europe sur le reste. Alors pendant longtemps, on a dit que cette Europe, elle avait servi, et elle avait cette vertu incroyable d'empêcher la guerre entre la France et l'Allemagne. En fait, que depuis qu'il y avait l'Europe, au moins... Bon, c'est plus tout à fait... Enfin, il n'y aura pas de guerre entre la France et l'Allemagne, mais enfin, la guerre est quand même là. Non là, on s'enfonce dans le mensonge. C'est l'une des plus grosses infox, pour parler européen, fake news, parce que l'Europe ne parle que globish américain. Donc, c'est l'une des plus grosses infox de l'Union européenne de dire, de prétendre que la construction européenne protège les Européens de la guerre. En vérité, ce qui a protégé... faut parler au passé, malheureusement, compte tenu de ce qui se passe, c'est de la guerre qui se rapproche. Vous voyez, l'Europe, c'est la paix. Là, effectivement, sans absolument prendre parti dans ce conflit terrifiant entre la Russie et l'Ukraine, même si on veut absolument défendre l'Ukraine, ce qui s'entend, on voit bien que le discours de l'Union européenne n'est pas du tout un discours de paix. C'est un discours va-t-en-guerre. Donc l'Europe, c'est la paix. On arrive vraiment à une inversion orwellienne. À la fin, cette construction européenne, c'est la guerre. Mais surtout, quand on jette un œil au passé, on se rend compte que les facteurs de pacification objectifs depuis 1945 sur le continent européen, qu'est-ce qui a permis la paix ? Dresde, c'est-à-dire l'écrasement sous les bombes de l'État allemand, de la puissance allemande, de la machine de guerre allemande, c'est ça qui a permis d'avoir la paix, c'est la destruction de l'Allemagne rasée au sol. Deuxièmement, ce qui a permis d'avoir la paix, c'est la logique de guerre froide, où on a reconstruit une Allemagne de l'Ouest dans un corset qui est celui de l'OTAN, des Américains face à la menace soviétique. Et cette menace soviétique, elle a maintenu unifiée l'Europe de l'Ouest, comme elle a maintenu unifiée, de certaine façon, l'Europe de l'Est. Et le troisième facteur qui a permis la paix, c'est, je pense, la main tendue par le général de Gaulle, main reçue et acceptée par Adenauer. C'est une réconciliation profonde entre les deux peuples. Mais surtout, c'est parce que l'Allemagne, et au-delà beaucoup de pays combattants du côté du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ces pays-là se sont profondément démocratisés. C'est ça la clé, en fait. Si l'Allemagne ne va pas nous faire la guerre, c'est pas parce que l'Allemagne nous aime bien, qu'il y a un couple qui n'a jamais existé d'ailleurs de l'autre côté du Rhin, c'est parce que l'Allemagne est une démocratie et que jamais les démocraties se font la guerre entre elles. Elles peuvent être en rivalité, mais elles ne se font pas la guerre, c'est ça. Donc quand on raconte que c'est l'Europe, quand on va le voir d'ailleurs dans les questions, j'imagine, qui arrivent, c'est que précisément, il n'y a pas de machine de guerre plus efficace contre la démocratie, il n'y a pas un désherbant antidémocratique plus efficace que la construction européenne. Précisément, c'est la démocratie qui a créé la paix et l'Union européenne est en train d'arracher, de désherber la démocratie en Europe. Venons-y justement, la démocratie, l'expression démocratique, c'est le vote. Et on se rend compte, et vous revenez là-dessus, et je posais cette question à vous, Guylain, que lors des diverses consultations, là au moment où les Français ont été consultés sur l'Europe, dernier référendum de 2005 en est la grande illustration, systématiquement, ils ont voté contre l'Europe dans sa forme actuelle. Est-ce que vous diriez qu'on est allé jusqu'à leur imposer cette Europe ? Ah, plus que ça. Régis, vous êtes encore
très sympathique avec ce fonctionnement-là. En fait, j'ai publié un précédent bouquin sur le référendum et j'ai revenu sur les 3 référendums sur l'Europe. Oui. En fait, il y en a 3. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Il y a un premier sous Pompidou qui est un référendum sur l'élargissement de l'Union, enfin l'élargissement à l'époque de l'Europe. L'Union européenne n'existe pas encore, bref, à la Grande-Bretagne. Ensuite, on a le fameux référendum de 92 sur Maastricht, puis 2005. Le fameux coup de Trafalgar de la Constitution européenne, puisque les Français disent non en 2005 et 2 ans plus tard, on leur fait bouffer la recette, enfin la même recette avec le traité de Lisbonne. Mais pour faire court, ce qui est clair, c'est que si vous prenez les 3 référendums, c'est intéressant de les mettre en lumière, les 3. Vous savez, vous prenez juste vous créez une droite, entre guillemets, vous reliez les points et vous analysez. En gros, le premier référendum, les Français ne sont pas extatiques. Ils votent pour l'Europe, pour l'élargissement de l'Europe à la Grande-Bretagne, mais en gros, l'abstention est assez importante, voire très importante. Et Pompidou dira, c'est un désaveu personnel, c'est un échec. Donc il prend mal le peu d'enthousiasme des Français à l'époque. En 92, traité de Maastricht, on a une propagande du oui qui est démentielle. Je veux dire, on en vient quand même à dire, vous savez, à l'époque, on dit dans les journaux que si vous dites non à l'Europe, vous refusez l'Europe, vous donnez un cadeau à Hitler, sinon à Bismarck. C'est du pistolet sur la tempe. Dans les colonnes du Figaro. Donc en gros, c'est de dire, vous êtes un nazi si vous votez contre l'Europe. En 2005, rebelote, et cette fois-ci, en 2005, les Français votent non. Et 2 ans plus tard, traité de Lisbonne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, sur le traité de Lisbonne, Nicolas Sarkozy essaye de négocier un traité avec les institutions européennes. Et en fait, il faut bien comprendre que toutes les institutions européennes, Parlement, Conseil européen, Commission, tout le monde est dans le coup. C'est-à-dire que tout le monde, le jour même où le référendum a lieu, le jour même, tout le monde se met d'accord sur le fait que le plan B, ce sera le plan A. C'est-à-dire que la sortie de la Constitution européenne, ce sera de nouveau la Constitution européenne. Tout le monde se lève comme un seul homme pour en sommeil fabriquer un texte qui se révélera être la même chose qu'en 2005. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a jamais eu de suspense. Les institutions européennes ont tout fait avec l'aide des dirigeants, je veux dire, qui ont suivi la chose, pour faire bouffer aux Français la même cuisine, la même soupe. Mais plus profondément, je crois, c'est que de toute façon, depuis les années 50, début 60, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais depuis 1957 et 62 jusqu'à aujourd'hui 2024, tout a été fait pour que de toute façon, l'Europe ne soit jamais arrêtée. On a construit une constellation de règles, de juges, d'autorités qui ne sont jamais justifiées par la légitimité. C'est des gens pas élus, qui ont confisqué la chose politique au travers du droit. Le droit est une arme atomique pour détruire la volonté des peuples. Vous créez de la paperasse, des règles, des alinéas. Il faut faire croire que tout ça est légal. Tant pis si c'est pas légitime. À la limite, c'est même illégal, mais on y reviendra peut-être. Et au bout, vous avez l'impression que ce train inattaquable est d'autant plus inarrêtable qu'on nous dit depuis 60 ans que c'est la paix, la prospérité, la liberté, etc. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous dites, quand même, il y a un truc qui ne va pas. On nous a dit depuis le départ, ça devait être la liberté, la prospérité, tout ce que vous voulez, la paix. On n'a ni la liberté, ni la prospérité, ni la paix, ni quoi que ce soit. Vous critiquez ça, vous remontez dans le temps et vous dites finalement, on fait de vous un obscur réactionnaire, alors même que vous dites juste, on nous a promis tout ça, on a l'inverse de tout ça, et on a en plus au passage flingué le suffrage universel, flingué la démocratie directe. Il faut dire comme réussite, comme ça diabolique, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est assez incroyable. Alors, vous accumulez les exemples de dysfonctionnement de ce système européen, pire, de cette perversion que vous dites qui est au cœur de ce système. Alors, j'en retiens en particulier, vous parliez justement de la question judiciaire, du droit comme confiscation de la volonté des peuples. La fameuse Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Alors, au départ, il s'agissait de protéger, d'accueillir les dissidents du communisme. Et en fait, le système en a fait une véritable pompe aspirante pour l'immigration. Alors, Guillaume, tu veux... Oui. C'est un sujet peut-être un peu plus juridique, mais je pense qu'on est là... parce qu'il n'y a pas que cette cour, il y a aussi la Cour de justice européenne. Oui. On est dans un mécanisme où il y a des traités. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un traité ? C'est un contrat entre des États, un ou plusieurs États. Et en fait, les traités, ils sont ratifiés généralement, et c'est des gouvernements démocratiques qui les signent, ok, il n'y a pas de problème avec ça, mais ils ne sont pas faits pour déclencher un ordre juridique. Ils ne sont pas faits pour créer des institutions qui vont ensuite recouvrir
complètement la vie démocratique et la corseter et la mettre dans un cadenas. Là, c'est un exemple, mais il y en a 50 autres, du fait que si vous demandez aux Français de droite ou de gauche, est-ce que vous voulez un référendum sur l'immigration, ils vont vous dire à 75% oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration, est-ce qu'il faut revoir le droit d'asile, ils vont vous dire oui, etc. Donc tous les Français sont d'accord avec ça, mais vous ne pouvez pas agir parce qu'il y a un cadenas, un verrou juridique qui a été posé. Ça peut être, en général, c'est par les traités. Les traités ont institué des cours de justice, par exemple. Ils ont institué la Commission européenne, ils ont institué les institutions européennes. Et donc tout ça est cadenassé. En fait, pour prendre une autre image que celle du cadenas, c'est... vous avez un véhicule, ça s'appelle la démocratie, et le peuple doit tourner le volant une fois à droite, une fois à gauche, il avance, il recule, enfin, il y a un avenir collectif qui est décidé au terme d'un processus qui est le suffrage universel. Et là, en fait, vous vous rendez compte, mais il n'y a pas qu'en France, dans les autres pays, que le volant ne tourne plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas le tourner à droite, vous ne pouvez pas le tourner à gauche, il y a un GPS. Le GPS, ça s'appelle les traités, ça s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, ça s'appelle la Cour de justice européenne, ça s'appelle la Commission européenne, ça s'appelle le Conseil européen où les États, c'est-à-dire les peuples, rien que les peuples, sont mis en minorité. Voilà, et vous ne savez pas ce qui se passe, mais la seule chose que vous comprenez, c'est que vous ne pouvez plus aller dans la direction où vous voulez aller. On demande aux Français, voulez-vous plus ou moins d'immigration ? Ils disent moins, mais on leur donne quand même plus. Et ça, c'est que sur l'immigration. Et c'est que sur l'immigration qu'on arrive enfin à ouvrir le poteau rose. Mais comme on le voit sur l'agriculture, c'est la même chose. Comme on le voit sur le libre-échange, c'est la même chose. Comme on le voit sur la politique industrielle, la politique éducative, demain, la santé, sur tous les sujets, la main est prise par un pouvoir qui est au-dessus des peuples. Et quand on dit ça, on a l'impression de se dire, oui, mais alors... vraiment, vous êtes des nostalgiques de l'État-nation, des nostalgiques de la démocratie, mais parce qu'en fait, nous, l'Europe, nous vous proposons une solution plus sophistiquée, plus complexe, qui est adaptée à la mondialisation, qui est de protéger la démocratie contre elle-même et de protéger les droits de tout le monde. À quoi ça sert de vouloir décider, puisque de toute façon, les lois du marché sont les mêmes pour tout le monde ? À quoi ça sert de vouloir décider, puisque de toute façon, le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde ? À quoi ça sert de pouvoir décider, puisque de toute façon, les migrations, ça va s'imposer à tout le monde ? Donc vous êtes absolument dans l'enfantillage ou dans la nostalgie stérile de vouloir décider votre avenir. Et c'est là où on dit stop aux gens, on dit halte au feu. En fait, il y a plus de 200 pays dans le monde. À part ceux qui sont enfermés dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle l'Union européenne, dans une sorte de club de sadomaso, de gens qui vont se décider de ne plus décider ensemble, les autres pays du monde, il n'y a pas que la Chine et les États-Unis, tous les autres pays du monde, et notamment les démocraties, fonctionnent sans être à l'intérieur de l'Union européenne. C'est ça qui est étrange. Nous, on a cette impression qu'on ne pourrait plus exister sans. Mais que font les autres pays du monde ? Que fait la Suisse, qui a un niveau de vie bien plus élevé ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Que fait la Corée du Sud ? Que fait Singapour ? Que font plein de pays dont le niveau de vie est maintenant beaucoup plus élevé ? Parce que, en plus, c'est une limace économique, l'Union européenne. Il faut bien comprendre que les moteurs de la croissance ont été arrêtés. Alors, pas le temps d'entrer dans le détail, mais par le système de la BCE, par l'euro. Voilà, donc je vais laisser Guylain compléter ma réponse, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a quelque chose comme une mise un corsetage juridique de la démocratie. Et en fait, on nous explique que ce n'est pas possible de faire autrement, que si vous attaquez ça, vous êtes fondamentalement contre les droits de l'homme. Or, pardon, mais le premier des droits de l'homme, c'est le droit de voter. Alors vous avez toujours en fait le droit de voter, mais vous pouvez voter, ça ne changera absolument rien. C'est l'Union européenne qui va décider quasiment de tout, et notamment de l'immigration à votre place. Donc un système, Guylain, je vais vous poser cette question, un système qui en fait décide donc à votre place, qu'on a longtemps, de par notre éducation, intégré comme étant quelque chose de bénéfique, et qui quand même depuis... sans alternative. Alors, il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a eu l'histoire du Covid, il y a eu l'immigration de masse dont on perçoit aujourd'hui tout l'aspect négatif et le fait que les Français semblent, et puis les peuples européens, semblent aujourd'hui se réveiller. Je veux dire, le souverainisme qu'on entend partout, on va y revenir, mais là, on s'est réveillé un petit peu là-dessus, non ?
Je pense quand même qu'au bout d'un moment, quelqu'un doit payer l'addition. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire 80 ans de politique dans le dos des peuples et au bout, empêcher à ce que les gens vous réclament des comptes. Oui. Globalement, on prend une phrase dans le bouquin qui est très claire. Vous savez, Paul-Henri Spaak, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, enfin, de l'Europe, on va dire, qui vous promet monts et merveilles, gloire, prospérité, etc. Et même l'avènement d'un homme nouveau, hein. Rien que ça, dans les années 50. Au bout, on a la guerre, la paupérisation, le dumping, la concurrence déloyale, on a tout. Donc, au bout d'un moment, je pense que les gens réclament des comptes. Et ils réclament des comptes parce que, ça, c'est peut-être que je vais vite en besogne, mais je pense qu'on peut pas trop, on peut mentir au peuple, vieille leçon machiavélienne, mais pas de trop. C'est-à-dire que là, la coupe est pleine. On a vendu aux gens pendant un bout de temps que tout allait bien fonctionner. Les gens, à mon avis, au bout d'un moment, s'aperçoivent que tout dégorge, que tout dépasse, que rien ne fonctionne. Agriculture, gilets jaunes, traité de libre-échange, concurrence déloyale, marché de l'énergie. Les gens se disent « Non mais attendez, j'ai plus d'argent ». On me dit « L'Europe sert ». Mais ma facture d'électricité, tout augmente. On me dit « L'Europe permet de me protéger ». Mais le Polonais à côté de moi, il offre une manne financière. Il est moins cher qu'un Français. Donc, vous voyez bien que les choses fonctionnent. La mise en concurrence est terrible. Donc, on se dit « Non mais attendez, je reprends les moteurs, les slogans, les mots d'ordre initiaux et je me dis « Bon sang, bonsoir, mais rien n'est arrivé à la... Rien n'a fonctionné comme prévu. » Et là, je reviens juste, Régis, si vous me permettez, sur la question sur les juristes, enfin sur le droit. Ce que je vous disais, le piège diabolique, c'est de confier la... Je suis avocat, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que le désastre absolu, c'est de confier le pouvoir aux juristes. C'est bien d'en être conscient. Ah, mais j'en suis tout à fait conscient. Parce que nous sommes les juristes, nous sommes souvent des malades de l'alinéa et de l'exégèse. Vous savez, on adore ça. On rédige des contrats, on les commente, on les complexifie. Vous avez l'alinéa, vous savez. À la fin, là, le plus kidam personne n'y comprend plus rien. Exactement. Donc, C'est un peu fait pour. C'est un peu fait pour. Le truc, c'est Et que... l'Europe, c'est ça. Le truc, c'est que... Je prends Exactement. deux exemples radicalement opposés. Qu'est-ce qu'a dit le général de Gaulle? Et là... Je suis désolé de revenir je vais faire le réactionnaire de service pour plein de gens, mais tout de même, le général de Gaulle, quand il conçoit les institutions françaises, il a évidemment une armée de juristes avec lui, il a des conseillers qui lui disent on pourrait faire ci, en 58, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. De Gaulle, c'était la grande leçon de la rédaction de la Constitution. De Gaulle, qui n'est pas un juriste, il va se bouffer le droit tout seul, il se tape les manuels, il se tape la glose de tout ça, et il en conçoit une idée précise de ce qu'il veut juridiquement et il l'impose à ses conseillers. C'est-à-dire que c'est lui qui anime l'esprit des institutions parce qu'il sait qu'il ne faut pas laisser aux juristes le soin de tout faire. Sinon, c'est le désastre. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Depuis le départ, elle a dit « Moi, je vais passer par mes juristes qui vont prendre le pouvoir ». En 62, De Gaulle ne s'en rend pas compte, il nomme un émissaire français à la Cour de justice européenne, un type nommé Robert Lecourt, qui est en fait un fédéraliste de service, qui est un grand juriste, un type sérieux, un type cérébral, vous voyez, un mec qui sait rédiger des contrats, on dirait ça comme ça. Il se retrouve à la Cour de justice de l'Union européenne et il est nommé par Charles de Gaulle, et de Gaulle s'en foutait de la Cour de justice, donc il a nommé un type parce qu'il fallait bien nommer quelqu'un là-bas. Et ce que fait ce juriste français, c'est qu'il développe dès 1962 le concept le fameux principe de primauté. Ça veut dire qu'en 62, il y a un juriste français qui est favorable à ce que l'Europe prime la France. Ça veut dire quoi? À ce que la laisse qui nous tient en joue depuis 70 ans maintenant, 80 ans, commence déjà à être lancée. L'accrochage de la laisse. Exactement. Ouais. On accroche la laisse en 1962 et c'est les Et juristes qui ne le s'en font. rend pas compte. Et alors, c'est très simple. Vous savez, j'ai fait une petite recherche parce qu'en regardant ça, je me dis, mais comment De Gaulle a pu faire une connerie pareille? C'est très simple. La seule réponse que je peux vous donner, c'est la seule réponse tangible historiquement, c'est que De Gaulle, 1, se foutait de la Cour de justice, et de 2, se foutait un peu des juristes. Il ne se rendait pas compte qu'un jour, la France allait se faire poignarder par ses propres juristes nommés dans les institutions européennes. Et le clou du spectacle, c'est que 80 ans plus tard, en 2024, les juristes français qui sont à la CEDH ou à la CJUE, donc à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Cour de justice de l'Union européenne, moi je suis persuadé profondément qu'à traîné à Bruxelles ou au Luxembourg, donc soit à la Commission, soit au Parlement de Strasbourg, soit à la Cour de justice à Luxembourg, je suis sûr qu'au bout d'un moment, ce sont tout simplement des gens qui ont oublié qu'il y avait l'intérêt de leur propre peuple et de la France qui comptait plus que l'intérêt de l'Europe.
En gros, à force de côtoyer des apatrides, vous en devenez un vous-même et vous rédigez la chose ainsi. On a cette impression d'une sorte de petit club qui dirige, donc complètement déconnecté des réalités tangibles, de la chair, en fait, du peuple, des peuples en général. Et alors, moi, j'ai une question un peu, ça peut peut-être être pour Guillaume. Sur la France, vous évoquez longuement le grand déclassement de notre pays, avec par moments des accents qui rappellent un peu le suicide français d'Éric Zemmour. Est-ce que ce phénomène est inéluctable? C'est-à-dire que la France est dans une gangue avec ce système européen au-dessus et ne peut pas, enfin, n'est plus maître de son destin. Ne peut pas. On parle de réindustrialisation, par exemple. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les moyens de le faire ou est-ce que l'ensemble européen lui interdit? Il y a un mécanisme extrêmement pervers. C'est de dire que nous ne sommes plus à l'échelle et donc seule l'échelle européenne est efficace. Et donc, vous voyez, il y a une ambiguïté et un flou artistique entre le « on ne veut pas » et « on ne peut pas ». La vérité nue, c'est qu'on ne veut pas. En tout cas, nos classes dirigeantes ne veulent pas sortir de l'Europe, ne veulent pas réindustrialiser, ne veulent pas stopper l'immigration, etc. Et donc, plutôt que d'affronter l'opinion publique en disant « bah non, écoutez, finalement, on n'est pas d'accord avec vous ». S'ils disaient ça, ils seraient balayés. Donc, ils disent de vœux, on est à peu. En fait, vous voyez, il y a un glissement. C'est pas on ne veut pas, c'est qu'on aimerait bien, mais on ne peut pas. Alors, pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on n'est plus à l'échelle, la mondialisation, les États-continents. Des forces titanesques telles les marchés financiers, tels les migrants, tels le réchauffement climatique. Et ensuite, et là il y a une translation de sens, on ne peut pas parce que l'Europe n'est pas d'accord et que maintenant on est à l'intérieur de l'Europe. C'est ça qui est le mécanisme fondamental est là. Donc on nous dit, mais aucun des défis auxquels on peut faire face, on ne peut y arriver parce que nous sommes la France, et donc comme nous sommes la France, nous sommes trop petits. Et donc, on va passer par l'Europe pour régler ces problèmes. Genre, on va avoir une France en plus grande, hein, le fameux levier d'Archimède. Et en fait, on se rend compte quoi? Que c'est pas tellement qu'on a des problèmes, c'est que l'Europe nous fabrique des problèmes artificiellement. Nous les fabrique. On peut reprendre les différents sujets. Pourquoi on a de la dette? Alors, d'ailleurs, on va commencer à s'endetter avant la construction de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Mais le mécanisme de l'euro, non seulement nous permet de nous endetter, ça c'est le bon côté de la pièce. Là, on est passé à 3100 milliards. Plus de 3 000 milliards. Ouais. On a démarré avec Macron à un peu plus de 2000. Donc plus d'un tiers de plus. Donc on va dire c'est grâce à l'euro qu'on peut s'endetter, puisqu'en fait, on ne va pas payer très cher, puisqu'il y a notamment l'économie allemande avec beaucoup d'épargne et beaucoup d'excédents. D'accord? Mais d'un autre côté, l'Union européenne nous condamne ad vitam, puisque ce sont les règles du jeu qu'on a signées, à aller sur les marchés financiers, emprunter toujours plus cher. Donc on est dans un mécanisme de surendettement, c'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser la dette qu'on a déjà. Donc à l'intérieur de ce mécanisme, qui est un mécanisme fou, dont on ne peut plus sortir, soi-disant, en tout cas, il y a la ruine totale à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on déjà, c'est sûr qu'on ne s'en sortira pas. Donc exactement de la même façon, on pourrait prendre des tas d'exemples comme ça, mais l'Europe fait que finalement, la France est un peu démonétisée. La France n'est plus vraiment maître chez elle. On l'explique en long, en large et en travers. Mais surtout, la construction européenne fait que l'assimilation, ça n'a plus aucun intérêt. Puisque finalement, si l'Europe fonctionne, un Suédois est chez lui en Italie, un Italien est chez lui en Suède. Donc l'État, les lois, c'est complètement détaché, on va dire, de ce qu'est un peuple, de ce qu'est une histoire, de ce qu'est un attachement culturel. Donc si vous venez de l'extérieur, quel intérêt vous avez de faire un effort pour devenir français? Puisqu'être européen, de toute façon, c'est flotter dans une espèce d'espace aéroportuaire, disons, détaxé, où vous êtes en transit permanent, dans une zone comme ça, un peu flottante, où vous n'avez plus d'idée de peuple et d'idée de patrie. Donc ça sert à rien de vous assimiler, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'Europe vous interdit d'assimiler, vous empêche d'assimiler, tout en vous obligeant à prendre de plus en plus d'étrangers. Donc l'Europe vous permet de vous endetter tout en vous empêchant de monétiser, pour utiliser un terme technique, votre dette. Tout en enclenchant de manière mécanique des déficits commerciaux qui vont être de plus en plus massifs, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas baisser la valeur de votre monnaie. Et en fait, le piège est comme ça pour tout. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous explique que grâce à l'Europe, on va équilibrer les États-Unis ou la Chine ou la Russie. Mais en fait, plus vous avez d'Europe, plus vous avez une dépendance à l'Amérique, plus vous achetez des armes américaines. Et tout est comme ça, donc c'est intégralement pervers. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'Union européenne, c'est que le principal problème, c'est l'Union européenne. Donc on vous dit, c'est parce que vous allez fumer que vous allez vous dégager les bronches. Bah non, en fait, c'est mal barré.
Alors justement, Union européenne, élection européenne, venons-y. Les 8 candidats principaux, il y a quand même une vingtaine de listes, je crois, une trentaine plutôt. Ils parlent presque tous, alors, étonnamment, de souveraineté, même de souverainisme, un mot qui revient à la mode. Pourtant, il y a la peu... chose a disparu que le mot désigner le diable à une époque, c'est un bon signe, non? Cette tendance. Alors, vous savez, moi je ne crois absolument pas que ce soit un bon signe. Pour quelle raison? C'est que le souverainisme ou la souveraineté est devenu un mot qui lui-même ne veut plus rien dire. En fait, pour moi, les souverainistes, et j'ai rien contre ça, au contraire, ils ont, vous savez, un côté mélancolique de la chose perdue que tant chérie, qui a disparu et que j'adorerais retrouver. C'est une espèce d'illusion perdue. C'est très balsacien d'une certaine manière. Il y a un côté comme ça qui est évidemment louable. Je suis le dernier à le critiquer, mais qui... Non, mais avant, c'était fasciste. Hein, alors, les souverainistes bien sûr. égale fasciste. Là, parce qu'il y a deux problèmes. Ça a changé, exactement, il y a deux problèmes. J'ai constaté la semaine dernière, je crois, lors d'un débat en prévision des européennes, que maintenant on met dans le même sac les souverainistes, les nationalistes, l'extrême droite, etc. Bon, alors déjà, vous voyez, on est mal barré. Mais alors surtout, peut-être que c'est encore une fois la précision langagière là, du juriste, mais quand même, le droit n'est pas fait que pour couper les cheveux en quatre, mais aussi pour fixer des fois des définitions claires qui ont un impact politique net. C'est quoi la souveraineté? Je ne vais pas faire un cours d'histoire, ce n'est pas le débat, mais parce que j'ai aussi constaté qu'à la télé, on entend n'importe quoi sur la souveraineté. Et les candidats eux-mêmes disent absolument n'importe quoi. Ils réclament, vous savez, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté en matière de défense. Mais ça ne marche pas comme ça. La souveraineté, c'est pas Marie-France Garot disait, je crois, c'est pas un gâteau dont on réclame juste une part, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que juridiquement, le souverain, c'est celui qui a la compétence de la compétence. En clair, ça veut dire quoi? C'est celui qui a la compétence ultime dont découlent toutes les petites compétences. Monnaie, justice, école, finance, tout ce que vous voulez, sécurité, énergie, écologie, etc. Tout en découle. Ce qui veut dire que on ne peut pas entamer un débat sur la souveraineté au niveau des élections européennes, quand on est un parti, LFI, Reconquête, ce que vous voulez, en réclamant un morceau de gâteau. On est obligé de reconnaître depuis 57-62, l'Europe a confisqué la souveraineté concrètement en passant, je l'ai dit, par les juristes, par une armée de petits hommes gris qui détestent le suffrage universel. Vous ne pouvez pas aller aux européennes en disant la vérité, c'est-à-dire en disant que le souverain est déjà nu depuis si longtemps que la seule chose qu'on réclame, c'est des miettes. Et le problème n'est pas, et je finirai avec ça, le problème n'est pas pour la beauté du geste de réclamer, vous savez, une morceau plus grosse de gâteau ou de mettre un peu de crème. Le problème, c'est que tant que vous n'avez pas la compétence de la compétence, vous ne pouvez rien faire. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez une barrière. Le protectionnisme est interdit par l'Union européenne. Interdit. Donc, vous aurez des poches de protectionnisme tolérées. Vous n'aurez jamais de réindustrialisation. Mais jamais de réindustrialisation. C'est écrit dans les textes parce que par principe, vous n'êtes, et là, il faut prendre le lexique de l'Union européenne. Pour l'Union européenne, une entreprise française est un opérateur économique qui est mis en concurrence avec un autre opérateur économique. Ce qui veut dire que si vous êtes laiton, allemand, anglais, italien, français, de toute façon, vous êtes destiné à être mis en concurrence. Donc évidemment, on va faire comme sur tous les sujets, on va vous dire temporairement, on admet un peu de protectionnisme. Temporairement, on va vous laisser un peu décider. Comme on l'a fait à l'époque du Covid, on a dit aux gens, temporairement, vous pouvez fermer un peu vos frontières. Mais après, revenez à la case départ, c'est-à-dire on arrête tout, on revient en arrière et on dit moi, Europe, je récupère la souveraineté que je vous ai vaguement laissé quelques miettes pendant quelques temps. Donc qu'est-ce que font les partis pour les européennes? Ils réclament des miettes parce qu'ils refusent de dire, soit par ignorance, soit, je l'assume franchement, par traîtrise, parce que certains s'en foutent de la France, il faut le dire aussi. Je pense que certains ont assumé le fait que de toute façon, ils ne discutent plus du gâteau parce qu'ils réclament déjà vaguement un morceau et en se disant, ça permettra de passer les élections, ça permet de rattraper quelques points et ça permet de sortir un peu en lambeaux, mais pas trop. Alors là, je vais vous challenger un petit peu. Quelle est, selon vous, la liste qui porte le mieux l'antidote aux mots que vous dénoncez dans ce livre? En gros, pour qui vous allez voter? Il y a des isoloirs pour ça, et on répondra donc pas à la question. Mais parce que il y en a quand même. Non, mais parce qu'on ne veut pas enfermer justement le livre dans un choix électoral. C'est pas pour botter en touche. C'est pour une autre raison qui est la suivante. C'est que pour l'instant, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, le vote aux élections européennes, au Parlement européen, n'a pas le pouvoir de changer la donne. D'accord ? C'est clair et net.
D'abord parce que le Parlement européen n'est un Parlement que de nom, en vérité, il n'a pas du tout les compétences d'un Parlement. Et deuxièmement parce que ce soit les juges, que ce soit les traités, que ce soit la Commission européenne non élue, ou que ce soit les États à travers le Conseil qui s'arrangent à huis clos, de toute façon la démocratie a disparu, et que là c'est juste pour amuser la galerie. Maintenant, je pense que c'est important. Il n'y a pas de possibilité de réformer le système de l'intérieur. C'est important, Régis, de garder ce réflexe. Quand vous êtes en prison, vous ne pouvez plus faire de sport, mais quand même, c'est important de faire des pompes ou de faire des abdos. Vous gardez la forme. Le jour où vous sortirez, ça vous sera utile de garder des muscles. Donc je pense qu'il faut dire aux gens qui nous regardent, continuez à voter. C'est de l'hygiène électorale. Continuez à voter, c'est de l'hygiène électorale. Il faut garder le réflexe de voter parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, le truc va se casser la figure. Donc de toute façon, il faut garder ce réflexe de voter. On ne peut pas sortir de la démocratie, même si on vous en a finalement privé. Moi, je pense que s'il y a un moindre mal, c'est toujours, si vous voulez, on peut dessiner en creux ce que ça peut être le moindre mal pour cette élection. Le moindre mal, c'est pas de dire aux gens on va sortir de l'Union européenne, parce qu'il y a des listes en fait qui sont des listes frexiteuses. Donc on pourrait se dire, compte tenu de tout ce qu'on a dit, on recommande de voter pour les frexiteurs. Les frexiteurs, ils ont toute notre sympathie évidemment, mais les frexiteurs, ils partent ce qu'on appelle, ils vivent dans la tête de l'Union européenne. Ils n'ont pas sorti l'Europe de leur tête, en quelque sorte. Parce que qu'est-ce que c'est le Frexit, si on interroge ça? Par analogie historique, c'est comme si, pour sortir de Vichy, de l'État illégal qu'était l'État de Vichy, avec les pleins pouvoirs votés au maréchal Pétain, il aurait fallu respecter les règles de Vichy pour pouvoir réintroduire la République. Quand le général de Gaulle est sorti de Vichy, ou les hommes de la résistance sont sortis de Vichy, ils n'ont pas respecté le chemin juridique de Vichy. Donc, d'une certaine façon, nous sommes beaucoup plus radicaux que les Frexiteurs. On considère que c'était évidemment un énorme cadeau fait à l'Europe, à l'Union européenne, à cette espèce de machinerie infernale, que de respecter ses propres règles, alors que même ce truc n'a pas une seconde d'existence si la France cesse de la financer. Vous vous rendez compte qu'on se fait quand même envoyer des amendes par des gens qu'on paye. Donc ça s'appelle un club de sadomaso. Donc là, d'une certaine façon, il ne faut pas jouer le jeu du Frexit et il ne faut pas dire, voilà. Deuxième raisonnement, il faut toujours, pour faire de la politique, partir de ce que les gens ont dans la tête. Si en 1958, De Gaulle avait dit à l'opinion publique, parce que ce qu'il a dit d'ailleurs dans ses confessions à Perfit, vous avez vu la tête des Algériens, vous avez vu la tête des Français, les Français sont des Algériens, ça rime à rien de rester en Algérie, de dire cette fiction que ce sont des départements français. S'il avait dit ça en 58, il se serait reçu des tomates comme Guy Mollet. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je vous ai compris, il a noyé le poisson. Et en fait, en 1958, ce qui était inconcevable pour les Français est devenu clair et net en 62, et les Français ont voté comme un seul homme en faveur de la décolonisation. Je pense que c'est ça la bonne démarche. Il faut, pour faire de la politique, toujours partir de ce que les gens ont dans la tête. En France comme ailleurs, les gens aujourd'hui sont dans une erreur massive en pensant que la souveraineté peut être regagnée à travers l'Europe, que c'est l'Europe et la bonne échelle à l'ère de la mondialisation, et ainsi de suite. Donc si vous leur dites qu'il faut quitter l'Europe, ils ne vont pas vous croire. Ils vont vous dire, mais attendez, c'est un projet suicidaire, en plus il y a l'euro, etc. Donc je pense qu'il faut remonter au vent. Voilà, il faut remonter au vent, un peu comme quand vous faites du bateau, il faut remonter au vent, et je pense que la meilleure démarche, c'est quand même d'envoyer des parlementaires à Bruxelles, pour qu'au moins ils jouent les ambassadeurs des intérêts français et qu'ils nous racontent ce qui se passe dans notre dos, en notre nom, parce que s'ils n'ont pas le pouvoir de décision, ils ont quand même un pouvoir d'observation. Et je termine là-dessus parce que finalement on a beaucoup parlé de la question du droit, et c'est pour ça aussi qu'on a fait un livre avec Guilain, parce que c'est un juriste, c'est un homme de l'art. En fait, il vous dira mieux que moi que le droit, ce qui caractérise le droit par rapport à, par exemple, la politesse, ce sont des règles aussi, la politesse, c'est que si vous violez les règles de politesse, il ne va rien vous arriver. La caractéristique du droit, c'est la force obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des règles, mais des règles, si vous les violez, il y a des conséquences. Et en réalité, on se rend compte que la notion de force, de puissance étatique, la police, l'armée, les tribunaux, la prison, enfin vraiment ce qui est de l'ordre de la contrainte sur les corps, c'est lié au droit, en fait. Le droit, il va vous arriver des bricoles si vous ne respectez pas le droit. Là, l'utopie européiste et la folie du projet européiste, c'est de fabriquer un État. C'est pas un État sans sucre, comme il y a du coca sans sucre, c'est un État sans contrainte. C'est un État sans police, c'est un État sans armée, c'est un État sans impôts, c'est un État sans peuple, c'est un État qui n'a plus de légitimité et qui n'a plus de pouvoir de contrainte. Donc en vérité, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment tirer la sonnette d'alarme. Attention à ce qui est en train d'être fait. Il y a un saut dans l'inconnu qui est se débarrasser de la démocratie,
se débarrasser de la nation et peut-être même encore plus fou, se débarrasser de l'État. Ça va vivre dans une société où il n'y a plus de contraintes possibles. Parce que c'est ça l'utopie de l'Europe. L'utopie de l'Europe, c'est qu'il n'y a plus de contraintes. Oui, alors justement, j'ai une question, donc Guylain, peut-être par rapport à ce que vient de dire et Guillaume. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans cet effacement de la France, en fait, puisque c'est un petit peu à ça que ça revient, un particularisme Emmanuel Macron? C'est-à-dire que son mandat a été une sorte d'accélérateur, aurait été une sorte d'accélérateur du phénomène, ou est-ce que ses prédécesseurs ont eux aussi leur part de responsabilité? Alors, pour tout vous dire, le massacre a commencé il y a longtemps et Emmanuel Macron est la dernière pierre de l'édifice. Donc on ne va pas lui imputer la disparition de la France et la toute-puissance européenne, ça date d'il y a longtemps. Mais c'est un zélote peut-être. C'est un zélote, j'allais y venir, mais je pense que l'erreur... Convaincu, puisque même pendant la crise agricole, il parle de souveraineté française, il revient sur le terme souveraineté européenne, et on voit bien qu'il ne peut rien faire, finalement, Régis, très simple, pour les agriculteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Covid a frappé, la crise, et je crois que le premier jour ou le deuxième jour, je ne sais plus, il nous a balancé cette phrase « plus rien ne sera jamais comme avant », et on a entendu parler de souveraineté française. Bon, je vous rassure tout de suite, ai-je besoin de vous rassurer, ça a duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, souveraineté européenne. Souveraineté française, c'est déjà terminé. Donc, il a l'habitude d'agiter la souveraineté française. Ils nous disent que sans l'Europe, on ne s'en serait jamais tiré. Oui, bien sûr, mais sans l'Europe, normalement, il n'y a plus de guerre. Sans l'Europe, on va tous crever. Alors bref, vous voyez, on en parle depuis tout à l'heure. Ce que je pense profondément s'agissant de Macron, Emmanuel Macron, il a cette particularité, il en a une profondément, c'est qu'il est le stade terminal du cauchemar européen pour moi. C'est-à-dire que l'Europe, je pense que symboliquement, c'est très intéressant. L'Europe a commencé son ascension dans le dos du général de Gaulle, puisque Robert Lecourt lui a taillé un costard sans qu'il le sache. En 1962, là, j'ai parlé tout à l'heure, le juge qui l'envoie à la cour. Et en 2024, on a Emmanuel Macron qui agite le concept de souveraineté européenne tous les 4 matins depuis quelques années pour nous dire que sans Europe, point de salut. En fait, je pense profondément qu'il fallait que l'Europe ait un jour son Emmanuel Macron en France. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà eu un Emmanuel Macron par le passé. Il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing et il a planté le coup en 2005. Giscard voulait la Constitution européenne pour être le premier président un peu européen, si je puis dire. Le grand rêve qu'il avait, c'était post-français. Il voyait cette fédération européenne dont il serait quelque part à la fois l'un des architectes d'époque, exactement, l'écu, l'euro, et puis après il rêvait d'être le grand fédérateur, celui qui a donné naissance. Vous savez, à l'époque, Giscard pensait en 2005 que les petits hommes gris qui ont donné naissance à la Constitution européenne, il les comparait à la Convention de Philadelphie. Donc il pensait que c'était le grand moment européen, on est naissance à la République européenne, quelque chose comme ça, un délire. Mais bref, Emmanuel Macron a ça de fascinant, je pense, c'est que avec cette espèce de mariage, vous savez, du tout et son contraire, etc., mais peu importe pour le en même temps, il est l'absolue perfection de l'Europe. Ça, il faut le reconnaître. Il est sans odeur. On ne sait toujours pas exactement de quel côté il balance. Vous voyez, ça a toujours été un jeu un peu curieux. Il est l'empereur de l'obscurité et de l'absence de transparence, alors qu'en même temps, il en est l'espèce de sourire jovial. Il est quelque chose de, vous savez, il est la génération d'après. Il nous a vendu le nouveau monde, qui est une grande marotte européenne. Là aussi, l'homme nouveau, la civilisation nouvelle contre la rancœur du passé, l'adversité, les guerres, etc. Vous voyez, le monde d'après. Et il est à la fois, je pense, quand on dit le Mozart de la finance, il est à la fois celui qui considère que le tout économique règle tout. C'est-à-dire que vous mettez fin à l'insécurité, à l'immigration, à tous ces problèmes par le jeu savant simplement d'une espèce d'économie qui fonctionne pas trop mal. Vous savez, le mot aussi de Clinton, « It's economy stupid » à l'époque des élections présidentielles. Je pense James Carville. Pardon ? James Carville. Et il a quelque chose là dans son ADN qui se confond avec la question européenne. Et aujourd'hui, quand on voit la façon dont il gère autant le conflit ukrainien que la question de la santé, du Covid, on en est sorti, et tout ce qui va venir, il est clair, et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à Emmanuel Macron. Longtemps, on a cru qu'on avait un côté de lui qui disait, vous savez, il n'y a pas de culture française, mais qui se rattrapait de temps en temps avec la souveraineté sur telle ou telle question. Moi, je pense profondément qu'il n'y a pas de culture française, c'est ce qu'il croit, parce que la souveraineté européenne, c'est la mise à mort officielle de la souveraineté française. Donc lui, je soupçonne, sait parfaitement que le fédéralisme clandestin de l'Europe se joue depuis les années 60 et qu'il est l'homme qui, quelque part, veut officialiser ce fédéralisme-là, l'inscrire dans les textes. C'est-à-dire mettre fin, inscrire, prévoir, enregistrer une bonne fois pour toutes la victoire de l'Europe
contre la France. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux souverains dans une même pièce. Ça, c'est une fable pour des enfants, ou à la limite, j'ose dire, des abrutis. Il n'y a jamais deux souverains. Je veux dire, il n'y en a qu'un seul. Je pense que soit le souverain, c'est l'Europe, il a le visage d'Emmanuel Macron, soit le souverain, c'est la France. Dans ce cas-là, ce sera tout sauf le visage d'Emmanuel Macron. Mais alors, on le voit un petit peu quand même, cet Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu. Alors, on va mettre à part le fait qu'il ait été réélu, faut quand même lui reconnaître qu'il a réussi à être réélu. Mais sinon, son rapport avec les Français, il est calamiteux. Enfin, je veux dire, quand on accumule les gilets jaunes, la réforme des retraites, la fronde du monde agricole dont je parlais, les émeutes juillet 2023, même l'insurrection en Nouvelle-Calédonie, en fait, le rapport entre Emmanuel Macron et les Français, c'est la violence. Oui, et je pense qu'il y a un risque, une tentation, disons ça comme ça, de fuite en avant. La fuite en avant monétaire et budgétaire est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être en mesure de lever autant de milliards sur les marchés ? Point d'interrogation. Donc on voit bien déjà cette petite musique de faire appel à l'épargne européenne, etc. Enfin, on voit cette fuite en avant avec l'idée que si on passe à l'État européen, à la signature européenne, on va au-delà d'être co-emprunteur ensemble et d'être disons, co-responsable des emprunts des uns et des autres. C'est vraiment, cette fois-ci, c'est l'Europe en tant que telle qui emprunterait. On entend cette musique-là, donc il peut se dire on accélère la construction d'un État européen et on liquide complètement la France, ça va noyer la dette, sinon on ne s'en sortira pas. Deuxièmement, évidemment, depuis le 7 octobre, le discours très inflammable des insoumis, on se dit qu'ils ont peut-être trouvé leur lumpenprolétariat prêt à tout incendier. Effectivement, on sent bien qu'il y a quand même un carburant de haine et de détestation qui est là. Donc les émeutes, la prochaine fois, point d'interrogation. Et troisièmement, évidemment, il y a cette tentation aussi d'avoir, pour faire notre Europe, il faut notre guerre. C'est tout le problème de l'Europe, c'est que l'Europe veut être un souverain, mais on n'a aucun des attributs. Le premier attribut du souverain, c'est lever l'impôt. Lever l'impôt, pourquoi ? Pour assurer la police, faire respecter la loi et l'ordre à l'intérieur des frontières, et pour pouvoir former une armée. Ça, c'est la base de tout État depuis les pharaons. Donc l'Union européenne, c'est une organisation internationale qui joue un peu comme la grenouille qui veut se faire plus gros que le bœuf. L'Union européenne joue à être un État, mais ce n'est qu'une organisation internationale qui gère une monnaie, qui redistribue un peu d'argent de la PAC, on nous le raconte suffisamment souvent, et qui va distribuer de l'argent pour que les Lettons ou les Polonais refassent leurs autoroutes avec notre argent. C'est ça l'Union européenne, ce n'est rien d'autre. Il n'y a aucune armée, aucune police, il n'y a rien. Il n'y a pas le début du commencement de quelque chose. Mais il y a peut-être pour Emmanuel Macron une guerre dans laquelle il va se jeter comme une espèce de, on peut dire, de forge terrifiante dans laquelle l'esprit européen, pense-t-il, peut-être va naître. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de la dette, la question de la paix civile en France pourrait se régler avec un effet drapeau européen, pense-t-il. Donc moi, je pense que comme ces gens sont des idéologues qui sont complètement sortis de la réalité, moi, je pense qu'il faut s'attendre au pire. Mais c'est très inquiétant. Ça veut dire que Emmanuel Macron, pour vous, serait, si j'en crois ce que vous venez de me dire, si j'ai bien compris, serait prêt à déclencher une guerre pour faire naître l'Europe, réellement. Enfin, pour terminer la France, en fait. Disons-le autrement. En mettant la dissuasion au service de l'Europe, les troupes françaises au service des Ukrainiens. C'est déjà verbalisé. Oui, mais c'est verbalisé. Enfin, sur la dissuasion, c'est encore un peu... il y a l'ambiguïté stratégique qui est à l'intérieur aussi. Mais ça veut dire qu'on est en train de nouer des choses sur le dos des Français qui potentiellement peut nous précipiter dans une guerre qui, pour Emmanuel Macron, pense que ça va construire l'Europe. C'est ça ? Régis, risquer une guerre nucléaire sur Emmanuel Macron et la guerre, pourquoi pas, effectivement. Enfin, la question est ouverte. C'est pas une certitude. Pas une certitude, par contre, ce qu'il y a, c'est ce qu'on ne comprend pas bien. Enfin, je pense que ce que les Français ont du mal à comprendre, ce qu'on a trop souvent trop de mal à comprendre, c'est que l'Europe fait ça depuis 80 ans. En fait, si vous prenez le détail de la construction européenne, toutes les compétences françaises, toutes les exclusivités françaises ont été piquées, confiées, soit, je veux dire, par des dirigeants qui ont menti au peuple français, soit piqués par des juges qui ont consenti à la chose, soit dans des traités qui n'ont jamais été lus par personne, à part en 2005, et en plus, qu'est-ce qu'on a fait ? On a violé le traité, on a violé le consentement des Français. Donc, j'ai envie de dire, commerce, finance, énergie, écologie, administration, agriculture, tout a été piqué aux Français sans qu'on leur demande. Donc j'ai envie de vous dire, au bout, je suis peut-être un peu provocateur, mais si en plus on le fait sur la dissuasion nucléaire, on fait qu'achever un tableau d'ensemble qui dure depuis 80 ans. Puisqu'on se réveille aujourd'hui en se disant, moi, vous savez, le pire que j'entends aujourd'hui, ça me rend fou,
c'est quand les gens me disent « Ah, l'Europe, le grand rêve d'Emmanuel Macron, c'est de créer l'État fédéral européen, le fédéralisme ». Non mais pas du tout. Il est là depuis 80 ans, le fédéralisme. Je l'ai appris en cours. Moi, j'usais, comme on dit, je veux dire, mes pantalons sur les bancs de la faculté, et j'apprenais à côté de mes comparses qu'il était logique qu'on n'ait plus telle ou telle compétence. Vous voyez, qu'on n'a plus ça, on n'a plus ça. Et à un moment, je me réveille, je me dis, non mais attendez, qu'est-ce qu'on m'apprend là ? Au travers de quoi ? Un arrêt rendu par la Cour de justice en 1967 ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et au fur et à mesure, on a tellement somatisé tout ça qu'on a déjà... On a tout vendu, comme je vous ai dit, le roi est nu. Donc à la limite, qu'est-ce que fait Macron ? Il termine un boulot qui a été entamé avant lui, mais dont il est quelque part le cauchemar infantile terminal, quelque part. Donc il va se dire, finalement, les rares oripeaux qui sont conservés par la France, je vais les vendre, parce que finalement, c'est tout ce qui reste. C'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être énorme symboliquement, c'est peut-être puissant quand même, mais est-ce que quelque part, c'est pas une logique terrible, mais d'un processus engagé il y a 80 ans ? Il y a aussi le siège de la France à l'ONU, Absolument. On en a parlé, au Conseil de sécurité. Qui est aussi la poursuite. En 2005, lors de la Constitution européenne, on en parlait déjà, de partager un seul siège pour l'Union européenne. Finalement, 20 ans plus tard, on remet l'ouvrage sur le métier qui était déjà entamé en 2005. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choix qui sont faits par les classes dirigeantes européennes, les nôtres en particulier. Les notables sont d'accord sur quasiment tout. C'est-à-dire, ils sont d'accord sur le fait que le monde étant ce qu'il est, il faut sacrifier une partie de notre agriculture. Il y aura ceux qui sont assez costauds parmi les agriculteurs pour supporter la concurrence mondiale, ils resteront. Les autres sont appelés à être liquidés. Donc, lorsqu'il vous dit on va protéger l'agriculture, il n'en croit pas un mot. Non. En fait, il ne veut pas protéger l'agriculture, il veut la liquider. Deuxièmement, quand il vous dit on ne veut pas d'immigration, on veut stopper l'immigration, d'ailleurs on a fait le pacte asile, immigration, etc. C'est pas du tout ce qu'ils veulent en fait. Leurs documents sont très clairs, ils veulent plus d'immigration parce que, pensent-ils, c'est une solution pour maintenir à flot la croissance économique et aussi pour financer les retraites et un effet de faiblesse démographique. Sur tous les sujets, en fait, ils sont dans une situation où l'Europe est extrêmement pratique parce que l'Europe leur permet d'avancer masqués, de ne pas dire à leur population écoutez, les choix que nous faisons sont des choix minoritaires. Nous avons une majorité des peuples italiens, français, etc. contre nous. Mais en fait, on n'aurait qu'à dire que c'est l'Europe qui décide. Comme ça, on peut continuer à faire une politique que nous voulons, nous, dont on sait bien que le peuple ne veut pas. Et c'est là où c'est quelque chose d'une sorte de fuite en avant et assez inquiétant, parce qu'à un moment ou un autre, le poteau rose peut être découvert. Donc vous n'avez pas d'autre solution que de pousser les feux jusqu'au point où vous n'aurez plus aucun compte à rendre puisqu'il n'y aura plus de démocratie nationale. Alors dans cette, c'est ma dernière question parce que le temps avance. Justement sur le poteau rose qui aurait été un peu découvert, est-ce que ça peut expliquer cette intervention intempestive de cet exécutif ? Je parle du couple Emmanuel Macron, Gabriel Attal dans la campagne. On a vu aujourd'hui, lundi, donc Gabriel Attal débarquer sur le plateau de France Info pour épauler Valérie Hayé et aussi je voulais vous faire réagir sur cette sorte de course de vitesse mémorielle du président, alors il s'invite sur France 2, sur TF1, bon il y a les 80 ans du débarquement bien sûr, mais à 3 jours de l'élection, qui donne une interview aux médias Le Crayon, qui s'implique partout, qui invite Zelensky aux 80 ans du débarquement et au passage enlève les Russes de la photo, donc réécrit l'histoire en quelque sorte. Ça traduit quoi ? Ça traduit quand même une certaine fébrilité, non ? Par rapport au poteau rose. Ça traduit une fébrilité, mais ça traduit aussi le fait qu'on a bien compris l'état d'esprit de nos dirigeants, c'est-à-dire le plus grave, le plus important pour eux n'est pas la France, c'est la construction européenne, c'est l'Union européenne. Ce sont, je pense, des patriotes européens, ce sont des patriotes de la construction européenne. Et ils ne peuvent pas aller au bout de leur logique, c'est-à-dire de dire on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, même si ça doit porter préjudice à la France ou certaines catégories de Français, il faut l'assumer. Ils ne peuvent pas dire ça. Et ils peuvent encore moins dire il faut protéger la construction européenne contre la volonté populaire, c'est-à-dire en clair contre la démocratie, parce que le peuple, avec ses gros doigts, est capable de défaire ce que nous avons mis tant de temps à faire. Ils ne peuvent pas l'avouer. Mais en vérité, on sent bien que cette fébrilité, je suis complètement d'accord avec ce terme, la fébrilité, c'est qu'ils disent attention, l'Union européenne peut se défaire en quelque sorte. Si des gens qui ne sont pas européistes arrivent aux manettes dans trop de pays européens simultanément, évidemment, ça va pas changer complètement la donne. S'il y a encore les traités, on va pas recommencer la démonstration, les magistrats, etc. Mais ça va quand même secouer le cocotier. Donc ils sont très fébriles, évidemment. Bon,
On verra ce qui se passera dimanche. Un dernier mot. Je pense que c'est pas uniquement l'Europe qui est en ligne de mire. Je pense que Emmanuel Macron, Attal et les autres font exactement le job qu'ils font lors des élections présidentielles dans les derniers jours. C'est-à-dire, globalement, Marine Le Pen, c'est la Shoah d'un côté, et on a le Chevalet Blanc et Jean Moulin de l'autre. Donc on radicalise la situation. Le débarquement, la dernière fois, on avait le Radour. Exactement. Donc on a l'habitude de la chanson. Mais alors je pense plus profondément encore, je pense que Emmanuel Macron fait ça parce que ce qui peut se produire aux européennes, c'est peu probable, mais tout de même, ce qui peut se produire aux européennes, pour la première fois depuis longtemps, c'est une vraie raclée. C'est-à-dire, on peut imaginer que Valérie Hayé, vous savez, il y avait une expression, je ne sais plus qui avait dit ça à l'époque pour François Hollande, que s'il continue à baisser dans les sondages, il va trouver du pétrole. Valérie Hayé, elle est à, aujourd'hui, on se parle à l'heure où on enregistre, à 15-16%. Imaginez qu'elle fasse une vraie catastrophe, qu'elle descende vers 10%. Déjà, plus personne ne vote globalement pour elle quand on a moins de 60 ans. Les retraités votent Valérie Hayé et le reste de la population française ont bien vu la médiocrité de la candidate, donc personne ne va aller vers elle, ou très peu. Je pense que si le coup de bambou est trop violent, une petite musique va se faire entendre, en tout cas j'espère, parce qu'elle serait légitime, ça n'a rien à voir avec mes opinions personnelles. La petite musique qui va se faire entendre, c'est que théoriquement, un président de la République qui perd des élections intermédiaires, il doit dissoudre ou démissionner. C'est ce que propose le RN. Oui, mais alors, pour l'instant, le RN est seul à le dire. Mais je pense que cette petite musique de rappeler que le jeu des institutions, c'est qu'un président est légitime et puissant à l'aune de la responsabilité qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il en tire les conséquences s'il y a une débâcle électorale intermédiaire, je pense que là, ça peut commencer à gueuler parce qu'on n'aura pas vu un président en exercice finir avec une déroute aussi violente. À voir si le fiasco sera dans cette perspective. Mais si le RN est à 37 et Valérie Hayé descend en dessous de 10, franchement, je rêve un peu ou je fantasme un peu. Et même si Valérie Hayé est en dessous de Raphaël Glucksmann, par exemple. Je pense que les discussions peuvent être lourdes. Ouais. Encore une fois, il faut se souvenir de l'ADN de nos institutions. Ce qui est très drôle, c'est qu'on dit d'Emmanuel Macron qu'il hyper-présidentialise des institutions. En même temps, il est tout sauf quelqu'un qui utilise des institutions pour ce qu'elles sont censées être. Il est tout sauf un président gaullien. Il a été d'apparence 2 jours et demi. Enfin, moi, je n'y ai jamais cru. Il ne l'est plus du tout. Mais il devrait normalement se rappeler que la Bible de nos institutions, c'est une défaite égale démission ou dissolution. Si Valérie Hayé descend dans des profondeurs stratosphériques, je pense que malheureusement pour lui, cette question va sauter, elle va s'installer. Soit elle va être résolue, soit il y aura des votes des motions de censure dans tous les coins. Ça va fragiliser la fin de son mandat. Or, je pense qu'il veut finir par le haut, d'une part pour passer le flambeau à un homme qui tiendra tête pour l'extrême centre contre l'extrême droite, de nouveau. Et d'autre part, je pense que s'il se fantasme patron de l'Europe, laisser les clés du camion un peu de trop, on va dire, aux populistes de l'extrême droite, comme on dit, ce serait quand même une grosse défaite pour lui dans son CV. Mais il y avait quelque chose, qui n'était pas prévu du tout, c'est qu'un président de la République élu au suffrage universel ne croit plus tellement à la France et ne croit plus au suffrage universel. Absolument. C'est-à-dire veuille protéger ce qui pour lui est plus important que tout le reste, c'est-à-dire la politique de la classe dirigeante, la politique de l'OTAN, la politique des marchés financiers, la politique des multinationales, évidemment la construction européenne qui est le verrou absolu pour maintenir tout ça en place. Et c'était pas prévu. Exactement comme un pape dirait, écoutez, vous savez quoi, je crois plus à Jésus-Christ. Oui. Si un pape disait ça du balcon de la place Saint-Pierre, ça ferait bizarre. Alors Emmanuel Macron ne veut pas jusqu'à le dire. Encore que, quand il parle de la souveraineté européenne, c'est ça que ça signifie. Il est en train de dire « Jésus-Christ n'existe plus alors que je suis pape ». Le peuple français, on s'en fout de ce qu'il pense. La France, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'Union européenne, über alles. Voilà. C'est clair. Nous verrons dimanche ce qu'en pensent les Français. On en aura peut-être une petite idée. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour ce livre aussi. On n'a pas tout, comme on a pu qu'effleurer, parler de l'essentiel, mais il y a aussi plein de choses. Donc je vous recommande sa lecture. C'est aux éditions L'Artilleur. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, votez bien dimanche. Voilà.